Bonjour, c'est Marion Sigaud. J'ai été sollicitée pour venir à Tours, aujourd'hui 30 janvier 2021, pour participer à la manifestation contre la nouvelle loi de bioéthique. Et on m'avait demandé de faire une allocution très courte, alors j'ai préparé une allocution et je l'ai lue au téléphone aux gens qui m'ont invité. Et ils m'ont demandé de ne pas venir à la manifestation ou alors de venir sans intervenir, parce qu'il paraît que ce que j'ai à dire est extrêmement choquant. Alors je vais vous le dire, ce que j'ai à dire, et vous me direz si c'est choquant. Vous savez comment on fait, vous me direz sous cette vidéo si vous trouvez que c'est choquant. Et s'il est vrai que le public qui vient protester contre une loi de bioéthique n'a pas à savoir ces choses-là, ou n'est pas prêt à les savoir, je ne sais pas. Ce que je voulais dire est la chose suivante. Ce qui vous choque et vous motive ici, et que vous voyez comme la marchandisation du corps humain, n'est qu'une des multiples facettes d'un gigantesque plan destiné à réduire la population mondiale et à détruire notre humanité. À la racine de ce plan, il y a une troïka diabolique constituée par l'Institut Kinsey, la Fondation Rockefeller et la CIA, dont les crimes abominables ont été dénoncés et répertoriés courageusement par l'américaine Judith Reisman depuis maintenant 40 ans. Alfred Kinsey, entomologiste américain, a été recruté dans les années 40 par la Fondation Rockefeller pour contribuer à renverser la morale sexuelle américaine en donnant à toutes les formes de perversion sexuelle une caution scientifique. Pari tenu. Kinsey, homosexuel pervers, sadomasochiste, menteur, manipulateur, sadique, a utilisé les services d'un pédophile pour violer et torturer des milliers d'enfants, dont il a consigné les hurlements, les évanouissements et les convulsions comme autant d'orgasmes. Il a tiré de ces expériences diaboliques la conclusion que les enfants sont sexuels dès leur naissance. Tous les programmes d'éducation sexuelle obligatoire à l'école, relayés par toutes les agences des Nations Unies, se réfèrent à lui. Elles ont inventé les droits sexuels qui font du sexe une activité de loisir séparée de la reproduction, et la reproduction une activité séparée du sexe. Les droits sexuels impliquent la reconnaissance de toutes les pratiques sexuelles comme légitimes. Ils impliquent l'abolition de toute morale, de toute notion de bien et de mal, considérée comme contraire à la liberté chérie. Les droits sexuels sont attribués à tout le monde, sans discrimination, même pas sur l'âge. Les enfants ont des droits sexuels. Interdire à ces enfants de coucher avec le premier venu va bientôt tomber sous le coup de la loi, et si ce n'est pas encore le cas, ça se prépare. C'est la Fondation Rockefeller qui a financé les rapports Kinsey dans un plan mondial de réduction et de soumission de la population. La CIA, démantelée par le président Donald Trump en 2020, a apporté tout son concours et sa protection à ce plan démoniaque de destruction de l'humanité par la destruction de l'enfance et de la famille. Ne vous faites pas d'illusions. La destruction du mariage, de la paternité, la promotion de toutes les déviances sexuelles, la GPA, la PMA, ne sont qu'une partie du plan. Gardez les yeux ouverts, ils ne gagneront pas. Le sexe n'est pas un jeu, il revient à l'amour qui relève de l'intimité, du couple, de la famille, pour la perpétuation de la vie. Toute notion contraire s'oppose à notre humanité. Voilà ce qu'on m'a interdit de venir dire aux gens venus manifester contre la nouvelle loi de bioéthique et que je vous livre par cette vidéo. On m'a demandé également de venir parler des problèmes soulevés par la fixation récente du seuil de consentement à des relations sexuelles à 13 ans. Voici ce que j'en ai découvert et ce que je voulais vous en dire. Une proposition de loi visant à créer un nouveau crime sexuel sur mineurs de moins de 13 ans a été examinée et votée à l'unanimité au Sénat le 21 janvier dernier, c'est-à-dire très récemment. Cette loi fixe le seuil de consentement à une relation sexuelle à l'âge de 13 ans. C'est donc sous ce seuil d'âge qu'un enfant n'aura pas à justifier de son consentement pour une relation sexuelle. À partir de 13 ans donc, on pourra considérer un enfant comme ayant consenti, sauf à prouver le contraire. La loi a été portée par la centriste Annick Billon, sénatrice de Vendée. Le vendredi 22 janvier, le lendemain du vote de la loi donc, elle a été interrogée sur BFM TV par Bruce Toussaint.
Annick Billon, qui présidait la délégation aux droits des femmes depuis 2017, a défendu sa loi. Elle dit c'est mieux 13 ans, de fixer un seuil à 13 ans, que pas de ce seuil du tout, comme c'était le cas avant. Donc on a fixé un seuil, c'est 13 ans, mais avant il n'y avait pas de seuil du tout. C'est exact, mais c'était relativement récent. Et beaucoup de gens, dit-elle, réclamaient même qu'il n'y ait pas de seuil. Alors là, j'aimerais demander à Madame Billon si elle peut nous donner les noms des sénateurs ou des gens de cette commission à laquelle elle participait, qui ont demandé qu'il n'y ait plus du tout de seuil pour des relations sexuelles avec des enfants. Ça serait intéressant de savoir qui a pu dire une chose pareille. Je la cite. « Le texte préserve des relations sexuelles qui peuvent être consenties. Il ne faut pas se voiler la face, il y a des relations sexuelles qui peuvent être consenties entre un jeune, un adolescent et un très jeune adulte. Si vous estimez qu'il ne peut pas y avoir de relations sexuelles consenties entre un jeune qui a 14 ans et un autre qui a 17 ans par exemple, eh bien moi, je pense que ça existe et qu'il ne faut pas les criminaliser d'office parce qu'alors, notons que Madame Billon a glissé de 13 à 14 ans alors que la loi qu'elle a portée dit bien 13 et non 14. Et là, Bruce Toussaint intervient pour dire son désaccord, et à ce moment-là, par un effet malencontreux de je ne sais quoi, le son a sauté à différentes reprises, et Madame Billon a été empêchée de terminer ses phrases. Elle dira qu'on lui a coupé le micro, alors je ne dis pas que c'est vrai ou que c'est pas vrai, je n'en sais rien, mais ça ressemblait plutôt à un problème technique qu'à quelque chose de délibéré, puisqu'elle a fini par pouvoir reprendre la parole et a terminé sa phrase. Et quand elle a repris, elle a dit « Il peut y avoir des enfants qui sont consentants, et ça, il ne faut pas l'oublier, donc déjà un seuil, c'est un progrès. Oui, il peut y avoir des relations entre un très jeune adulte et un adolescent. » Alors, il peut y avoir un consentement dans le cas d'un très jeune adulte, mais c'est marqué où dans la loi? Est-ce que la loi dit un très jeune adulte, tout simplement un enfant et quelqu'un d'autre? Quel est l'âge du très jeune adulte? Est-ce que cet âge est fixé? Est-ce qu'il y a un critère? On ne sait pas. On ne sait pas. Elle a été interrogée le 25 janvier par Public Sénat pour se justifier, parce que l'interview a fait grand bruit et que Bruce Toussaint s'est défendu en disant qu'il avait dit ce qu'il pensait avoir à dire. Les gens qui étaient sur le plateau étaient effectivement outrés de ce qu'ils ont entendu, et Madame Billon a tenu absolument à se défendre, et là, Public Sénat lui a donné la possibilité de le faire en lui disant « On vous reproche de ne pas avoir choisi le seuil d'âge de non-consentement à 15 ans, que pouvez-vous nous en dire ?» Et là, Madame Billon dit « J'entends les débats qu'il peut y avoir sur le seuil d'âge. Pour ma part, après de nombreux mois de travaux, j'ai été convaincue que cet interdit devait être posé dans la loi à partir de 13 ans. » Voilà. C'est un seuil qui était porté par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Je tentais d'expliquer qu'il pouvait y avoir des relations amoureuses entre adolescents. Voilà la justification de Madame Billon. Alors moi je vous propose de laisser là le débat très complexe sur ce que dit la loi et sur ce qu'elle ne dit pas, mais je voudrais que nous nous attardions sur quelques points absolument irréfutables. Il y a bel et bien un seuil d'âge à partir duquel un jeune est considéré comme non consentant, c'est 13 ans. À partir de cet âge-là, le consentement est admis. Il est admis, il faudra prouver le contraire. Il y a donc possibilité pour la tranche d'âge comprise entre 13 et 15 ans, âge de la majorité sexuelle, de parler de consentement. Je voudrais apporter quelques précisions sur Madame Billon, je ne connais pas, que je ne connaissais pas. Elle préside la délégation aux droits des femmes, dont fait partie notamment Laurence Rossignol, qui a dit il y a quelques années « Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents ». Voilà, si vous vous souvenez de cette tirade. Je crois que Danton et Robespierre disaient la même chose, si mes souvenirs sont bons. Madame Billon a contribué à la rédaction du texte de la loi du 3 août 2018 qui renforçait la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Alors moi je vous poser une question par rapport à toutes ces lois. Est-ce qu'il y a des violences qui sont légitimes, par exemple, si elles ne sont pas sexuelles et sexistes? Y a-t-il des violences qu'on a le droit de faire et des violences qu'on n'a pas le droit de faire? Pourquoi sinon spécifier que certaines violences doivent être combattues? Je suis toujours extrêmement choquée de ce genre de considération et de ce genre de glissement vers comment on pourrait dire, sectorialisé, ça peut se dire, je sais pas, des crimes et des atteintes. Enfin, je veux dire, c'est fou. Si on a le droit d'insulter personne, si on a le droit d'insulter quelqu'un, on a le droit d'insulter tout le monde, et si on n'a pas le droit d'insulter les uns, on n'a pas le droit non plus d'insulter les autres. Donc en matière de violence, c'est la même chose. Je suis toujours extrêmement choquée de ce genre de loi et de ce genre de débat. Alors, ce projet de loi de 2018 était porté par la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, Madame Marlène Schiappa. Alors, moi je voudrais savoir au nom de quoi on veut absolument nous imposer l'égalité entre les hommes et les femmes. À quel titre? Pourquoi faire? Quel est l'intérêt? Qui demande ça? Voilà. Alors, c'est un dogme qu'on nous impose, que personne ne réclame et qui émane d'associations qui ne représentent qu'elles-mêmes.
Alors il est de notoriété publique, et je ne m'en suis jamais caché, que j'ai passé de nombreuses années dans les mouvements d'extrême gauche. Je n'ai pas souvenir qu'à aucun moment j'ai manifesté avec qui que ce soit pour demander quelque égalité que ce soit. L'égalité, c'est un dogme qu'on nous assène, ça n'a jamais été une revendication de personne. Voilà. Alors, au dire d'Annick Billon, le seuil de 13 ans a été retenu, et ça c'est comme ça qu'elle l'explique, parce qu'il était préconisé par le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors qu'est-ce que c'est que ce Haut Conseil? Que dit-il? À quoi sert-il? Pourquoi sert-il de référence? C'est ce que je vous propose à présent d'aller voir. Alors, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, parce qu'il va falloir en mettre un devant l'autre, alors si c'est les femmes d'abord, est-ce que c'est les hommes vont être discriminés réciproquement? Enfin, c'est complètement aberrant. Donc ce Haut Conseil est une instance consultative, indépendante, française, créée le 3 janvier 2013, ça c'était M. Hollande qui présidait la République à ce moment-là, et placée auprès du Premier ministre. Alors le Haut Conseil a été inscrit dans la loi relative à l'égalité et la citoyenneté du 27 janvier 2017 qui a renforcé ses missions. Anciennement, c'était l'Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes, et d'observatoire, il est passé à Haut Conseil. Donc, on commence par observer, après on donne des conseils, puis après on fait les lois. Voilà. Donc il a rendu, ce Haut Conseil a redit un rapport relatif à l'éducation à la sexualité en juin 2016, et il a été remis à Najat Vallaud-Belkacem et à Laurence Rossignol. Alors, que veut ce rapport? Il le dit lui-même, répondre aux attentes des jeunes et construire une société d'égalité femmes-hommes. Alors maintenant, on ne dit pas entre les hommes et les femmes, on dit femmes-hommes, avec femmes d'abord, c'est comme ça qu'on est égaux, c'est quand on passe d'abord. Alors le rapport complet fait 136 pages, je l'ai lu intégralement, il existe une synthèse de 8 pages, à laquelle on peut se référer. Et ce qui m'a frappé, parce que c'est le premier des textes que j'ai lu quand j'ai écrit mon ouvrage sur les droits sexuels, j'ai été absolument interpellée par le fait qu'il est intégralement écrit en écriture inclusive. Alors qu'est-ce que c'est que l'inclusion? L'inclusion, c'est le contraire de l'exclusion. Donc si on veut écrire en écriture inclusive, on va insérer de force le féminin partout où le masculin était la règle. Enfin, le masculin qui inclut le féminin, comme chacun le sait, mais voilà, il paraît qu'il fallait changer les choses. Donc l'écriture inclusive, c'est le victorieux combat de la modernité contre l'odieux sexisme de la grammaire française. Le résultat de ce progrès magnifique, c'est que c'est devenu absolument illisible. Voilà. Donc vous avez un texte de 136 pages qui est entièrement écrit en écriture inclusive, vous êtes obligé de faire une gymnastique permanente pour comprendre de quoi il retourne. Alors je vais vous donner un exemple. Prenez la phrase suivante: destiné à la fois aux acteurs.ris.s du sport, qu'il.l, soit pratiquant.e.s, dirigeant.e.s ou supporter.ris.s, etc., etc. En français, ça devrait se lire: destiné à la fois aux acteurs et aux actrices du sport, qu'il ou elle soit pratiquant ou pratiquante, dirigeant ou dirigeante, ou supporter ou supportrice. Moi, je connais une autre version de la même chose qui, en français correct, dirait: destiné à la fois aux acteurs du sport, qu'ils soient pratiquants, dirigeants ou supporters. Mais ça, il paraît que c'est sexiste. Quelqu'un s'en plaindrait-il? Moi, je trouve que c'est du bon français et que ça dit parfaitement ce que ça dit, et que les femmes étant incluses dans le masculin pluriel, je ne vois pas pourquoi on a absolument besoin de rajouter ces lourdeurs absolument insupportables et obsessionnelles. Enfin, bon, je trouve ça absolument ridicule. Les cheveux se dressent sur la tête quand on lit ce rapport. À chaque ligne, on a envie de hurler. Je vais être obligé de faire le tri, je ne vais pas vous raconter les 136 pages, c'est insupportable. Mais je vais vous donner un exemple. On trouve dans ce rapport le résultat d'un sondage effectué chez les jeunes par une étudiante en sexologie à la faculté de médecine de Montpellier en 2009. Voici ce qu'écrit cette étudiante. On trouve son nom dans le rapport. Je cite: les jeunes, et en particulier les filles, méconnaissent leur corps et le plaisir féminin reste tabou. Reste, hein. C'est-à-dire que voilà, ça a toujours été et il reste tabou. 84% des filles de 13 ans ne savent pas comment représenter leur sexe, alors qu'elles sont 53 à savoir représenter le sexe masculin. Alors excusez-moi, mais franchement, moi c'est pareil. Hein. Dessiner un sexe masculin, je ne sais pas dessiner, mais je saurais à peu près faire quelque chose de ressemblant. Pour un sexe féminin, je pense que j'aurais beaucoup plus de mal, mais ça, c'est la nature qui l'a voulu. Je reprends. Et une fille de 15 ans sur 4, on ne sait pas qu'elle a un clitoris. Alors attendez, par quel type de question intrusive cette chercheuse est-elle allée chercher une telle information? Qui est-ce qui lâche des étudiants au milieu des élèves pour leur poser des questions aussi indécentes?
Je veux dire, c'est invraisemblable. Elle est étudiante en sexologie. Elle a donc été formée à l'école Kinsey, vous savez, l'entomologiste là, qui faisait violer des gosses, et dont les conclusions sont toutes fondées sur l'affirmation que les enfants sont sexuels dès la naissance. C'est ça Kinsey, et c'est ça la sexologie. À quel titre peut-on supposer que 316 élèves ont répondu sincèrement à cette étudiante? Le même doute subsiste pour toutes les enquêtes qui ont été faites par Kinsey, dont on imagine très bien que les questions qu'il posait et les réponses qu'il obtenait sont le fruit, à la fois de ses théories, de son imagination et des conclusions qu'il voulait tirer. Maintenant, je pose la question, de quel droit une étudiante va révéler à ces jeunes filles qu'elles ont un clitoris si elles ne le savent pas encore? En quoi ça la regarde? De quoi je me mêle? Vous mettez vos enfants à l'école et vous voulez que des gamines elles apprennent qu'elles ont un clitoris parce qu'une étudiante de passage leur pose des questions indécentes? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà la définition de l'éducation à la sexualité, puisque c'est ça dont il s'agit désormais, telle que donnée par le Haut Conseil. L'éducation à la sexualité est une manière d'aborder l'enseignement de la sexualité et des relations interpersonnelles qui soient fondées sur l'égalité des sexes et des sexualités. Nous y voilà. Nous ne sommes pas là avec un haut conseil qui veut l'égalité entre les hommes et les femmes, mais qui veut l'égalité également entre les sexualités. C'est quoi les sexualités? Moi je connais la sexualité. Si on parle des sexualités, on inclut les déviances. Maintenant, c'est quoi l'égalité des sexes? Le droit pour les garçons d'avoir des règles et pour les filles d'avoir le droit de se raser, c'est quoi? C'est quoi exactement? Qu'est-ce que c'est que cette égalité entre les femmes et les hommes? Personnellement, je n'y ai jamais vu d'intérêt. Et ça fait partie de ce dogme qu'on est prié de considérer comme salutaire, et on voudrait savoir à quel titre. Alors, c'est une égalité qui doit être adaptée à l'âge. Alors, qui va définir le bon âge pour recevoir une éducation à la sexualité? Ça va être eux, bien sûr. Vous n'aurez pas votre mot à dire. Basée sur des informations scientifiques. Et ils ajoutent sans jugement de valeur. C'est-à-dire à quel titre, en quoi la morale devrait-elle être exclue de ces cours? Qu'est-ce que ça veut dire d'enseigner la sexualité sans jugement de valeur? C'est-à-dire que quand on va parler de sexe, on ne va plus avoir le droit de dire que ça c'est bien et ça c'est mal? À quel titre? Qu'est-ce que c'est que cette sacralité là du sexe qui fait qu'il est absolument au-dessus de toute considération du bien et du mal? Ça veut dire que l'éducation à la sexualité transcende la morale? À quel titre? À quel titre? L'éducation à la sexualité, disent-ils, vise à partir de la parole des jeunes. Alors ça c'est extraordinaire, parce que qu'est-ce que c'est que cette éducation qui part de la parole du récipiendaire de l'éducation? Est-ce qu'on fait des mathématiques en demandant aux enfants quelle est leur opinion sur les mathématiques? Est-ce qu'on fait de l'histoire en leur demandant leur point de vue? En quoi est-ce que la parole des jeunes doit servir de point de départ à l'éducation qu'on va leur donner? C'est absolument aberrant. Et la suite consiste à dire à les doter de connaissances et de compétences. Qu'est-ce que c'est? Alors les connaissances, je veux bien, mais qu'est-ce que c'est que les compétences en matière de sexualité? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Les compétences en matière de sexualité, c'est quoi? Et on parle d'élèves, là, on parle de gosses. On ne parle pas de jeunes adultes ou de grands adolescents. Et à partir de savoir-être, mais depuis quand est-ce que l'éducation nationale y connaît quelque chose à ce que c'est que le savoir-être? D'abord, moi je ne suis pas sûr de comprendre ce que c'est que le savoir-être. Je veux dire, on apprend à devenir soi-même, je veux bien, c'est le rôle de la philosophie, c'est le rôle de l'éducation, mais c'est pas quelque chose qu'on va inculquer comme ça. L'éducation nationale va diffuser du savoir-être en matière sexuelle aux enfants. C'est quoi ces compétences exactement? C'est monstrueux. Alors, dont ils ont besoin pour une vie sexuelle et affective épanouie. Voilà, c'est-à-dire que l'école maintenant va se substituer à l'apprentissage de la vie et aux règles dictées par les parents pour que les jeunes aient une vie sexuelle et affective épanouie. Attendez, là on parle d'enfants, on parle d'élèves. Les élèves n'ont pas à avoir une vie sexuelle et affective épanouie. Ça viendra après, ça viendra plus tard. Là nous sommes à l'école, nous ne sommes pas à l'école de la vie, nous sommes à l'école tout court. Cette éducation s'inscrit dans une conception holistique ça veut dire générale, globalisante, de la santé et est un outil indispensable pour atteindre l'égalité homme-femme. C'est toujours ce but d'égalité. Donc on va leur apprendre la sexualité de façon holistique pour qu'ils deviennent égaux
Alors, les hommes et les femmes ne seront jamais égaux. D'ailleurs, personne n'est jamais l'égal de personne. La grande diversité dont on nous rebat les oreilles partout pour nous expliquer que c'est le but de tout, la diversité, ça implique que personne n'est l'égal de personne. Personnellement, je crois que nous sommes égaux devant Dieu, ça c'est une position à la fois religieuse et philosophique. Pour le reste, nous sommes tous rigoureusement inégaux. Et le seul moyen d'atteindre l'égalité, c'est de couper toutes les têtes et de mettre tout le monde en bas. Ça marchera, et apparemment c'est le but. Mais ça n'est pas le mien. Le Haut Conseil... Alors en plus de ça, moi je pose la question, en quoi est-ce que la santé doit garantir l'égalité? Ça c'est complètement ahurissant. Quel rapport y a-t-il entre la santé et l'égalité? C'est complètement fou, quoi. On va faire de l'éducation sexuelle pour que, grâce à une bonne santé, les garçons et les filles vont être égaux. Je sais pas, pour moi ça ne veut rigoureusement rien dire. Le Haut Conseil observe que parmi les 12 millions de jeunes scolarisés chaque année, seule une petite minorité bénéficie tout au long de leur scolarité de séances annuelles d'éducation à la sexualité, comme la loi l'a prévu. Alors ça c'est intéressant, parce que ça veut dire que la loi prévoit des séances d'éducation à la sexualité qui ne sont pas fournies. C'est-à-dire que la loi dit quelque chose et dans la pratique il y a autre chose. Ça veut dire que la loi n'est pas respectée. Et ça veut dire que les résistances sont très fortes. Et ce sont ces résistances qu'il va falloir vaincre. C'est ça qu'il faut comprendre. Par ailleurs, les jeunes se tournent vers Internet, et notamment les réseaux sociaux, les médias, radio jeunes, magazines féminins, etc., ou encore la pornographie pour trouver des réponses aux questions qu'ils se posent sur la sexualité. Alors il fut un temps où on protégeait les jeunes contre la pornographie. Aujourd'hui, on se contente de regretter qu'elle soit la seule à fournir à la jeunesse des images jugées utiles par ailleurs. C'est complètement fou. La pornographie, c'est quelque chose d'absolument dégradant et de destructeur. Et on peut poser la question, qui a légalisé la pornographie? Pourquoi faire? Qui l'a mise à la disposition de tout le monde? Et est-ce vraiment inévitable et impossible à supprimer? Je veux dire, à l'heure actuelle, les grands réseaux sociaux peuvent censurer un président élu américain, du plus puissant pays du monde, mais ils ne peuvent pas supprimer la pornographie sur Internet. Il est bien évident que la pornographie circule parce qu'elle a une utilité dans un plan, mais on ne peut pas dire qu'il soit impossible de la juguler. Et le drame que représente la pornographie, c'est pas qu'il véhicule des images fausses sur l'égalité femmes-hommes, c'est beaucoup plus grave que ça. Je dis femmes-hommes parce que c'est la façon qu'a de s'exprimer Marlène Schiappa. Elle ne dit jamais l'égalité entre les hommes et les femmes ou entre les femmes et les hommes, elle dit l'égalité femmes-hommes en mettant femme d'abord, parce que c'est ça l'égalité, c'est quand les femmes passent devant. Ne sachant pas où piocher l'information et démunis face à la quantité disponible, les jeunes peuvent recourir à des ressources erronées, normatives, voire contraires à l'égalité femmes-hommes. C'est-à-dire qu'en fait, on va imposer une éducation sexuelle à l'école parce que si on ne la fait pas, les jeunes vont puiser sur Internet des informations par eux-mêmes et ces informations vont être contraires à l'égalité femmes-hommes. Moi je trouve que les informations effectivement qui vont piocher sur Internet vont être beaucoup plus graves que contraires à l'égalité femmes-hommes, puisque ce sont des informations qui vont fournir de la sexualité une vision totalement dégradée, dégradante et monstrueuse. Et l'égalité n'a rien à voir avec ça. Mais c'est pas parce qu'on va préserver les enfants du sexe sur Internet qu'il faut absolument les en gaver à l'école. Ça c'est vraiment autre chose. Les difficultés d'application en milieu scolaire, c'est-à-dire le fait qu'on n'arrive pas à faire valoir, à faire appliquer les lois sur l'obligation d'éducation à la sexualité, ça provient pour partie des facteurs endogènes à l'éducation nationale, en particulier concernant le pilotage, la formation, le financement et l'évaluation. Mais plus largement, c'est la société tout entière qui manifeste des blocages sur le sujet. Ça veut dire que ce que je comprends là, c'est que si l'éducation nationale n'arrive pas à fournir les cours d'éducation à laquelle elle est astreinte, c'est parce que d'abord les enseignants ne sont pas formés à ça, et je veux bien le croire, c'est certainement une explication valable, mais eux ce qu'ils disent, c'est que c'est la société tout entière qui manifeste des blocages. Donc eux ce qu'ils appellent des blocages, c'est ce que moi j'appellerais un refus. La société n'est pas du tout disposée à ce qu'on enseigne le sexe aux enfants à l'école, et eux ils appellent ça des blocages, et quand on a un blocage, eh bien, on fait un déblocage. Donc ça veut dire que chez ces gens-là, refuser l'éducation sexuelle à l'école, c'est pas refuser, c'est être bloqué. Est-ce qu'on a encore le droit de refuser quelque chose dans cette société? Il me semble que être libre, c'est avoir le droit de dire oui, qui implique le droit d'avoir dire non. Le droit de dire non est réciproquement, et là, ce que ce Haut Conseil considère comme un blocage, c'est simplement le refus de la société de sexualiser les enfants à l'école.
On observe en effet en France une difficulté à reconnaître la sexualité des jeunes et à en parler de manière saine, sereine et équilibrée. Voilà, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas le sexe tel qu'il est défini par l'école, c'est ni serein ni équilibré. Mais moi, j'ai vraiment pas l'impression que leur façon à eux d'en parler soit ni sereine ni équilibrée. Je trouve ça absolument obsessionnel et totalement déséquilibré. Maintenant, ils sont bien gentils de porter de tels jugements de valeur positive sur leur propre méthode. On pourrait être un petit peu plus modeste et enfin bon. Le déficit de cette reconnaissance sociale se traduit notamment par une approche de la sexualité des jeunes, le plus souvent sanitaire, restrictive et moralisatrice. Eh bien oui, moralisatrice, parfaitement. Quand on parle de sexe, on est obligé de parler de morale. Et pour une raison très simple, c'est que le sexe implique l'autre. À partir du moment où le sexe implique l'autre, la morale doit nécessairement trouver sa place. On ne se comporte pas avec son prochain comme avec un instrument, comme avec un objet. Donc à partir du moment où la relation sexuelle implique l'autre, la morale a toute sa place. Et ce que veut ce système, c'est supprimer la morale de toute considération morale de ce qui touche à la sexualité. C'est une monstruosité. Il n'y a pas de sexualité sans partenaire. Ce dont on parle, c'est de relations entre les hommes, en l'occurrence entre les jeunes. Et on voudrait, pour instruire les jeunes à la sexualité, leur faire abolir toute morale. Nous entrons dans un monde de sauvagerie. Alors que les jeunes sont en attente d'éducation à la sexualité, disent-ils. Mais qui a dit ça? Qui peut prétendre que les jeunes qui vont à l'école demandent des cours d'éducation sexuelle? Ça, je suis persuadée que c'est absolument faux, parce que j'ai énormément d'échos, depuis le temps que je m'intéresse au sujet, sur le fait que de plus en plus de jeunes demandent à être dispensés de ces cours de sexe, qui les gênent profondément. C'est pas que le sexe ne les intéresse pas, mais ils sont extrêmement gênés d'en parler devant des adultes et surtout de répondre à leurs injonctions, à cette intrusion dans leur vie. Notamment, j'ai eu plusieurs fois des récits vécus par des adolescents qui racontent qu'on leur a fait faire dans ces cours, alors qu'elles étaient âgées de 13-14 ans, on leur a fait poser des préservatifs sur des sexes en plastique devant toute la classe. Est-ce que vous imaginez l'état d'excitation des uns et de honte des autres? C'est absolument monstrueux. Je suis intimement persuadée que les jeunes n'ont jamais rien réclamé de tel. C'est une espèce de viol, non pas de leur innocence, mais de leur pudeur. C'est un attentat à la pudeur. Et l'attentat à la pudeur, il fut un temps où c'était poursuivi par la loi. Lorsque les séances ou actions d'éducation, je reprends la citation, à la sexualité sont menées, ça ne concerne pas toutes les classes du CP à la terminale, mais en priorité des classes de CM1, CM2 pour l'école, les classes de 4e, 3e pour le collège et les classes de seconde pour le lycée. Alors est-ce qu'ils sont ici en train de dire que le CP n'est pas compris, qu'il faudrait le rajouter, et qu'il faudrait rajouter également le cours élémentaire 1 et le cours élémentaire 2? Mais vous allez voir que c'est le cas. Vous allez voir que c'est le cas. Le Haut Conseil donne une recommandation. Lancer une enquête nationale sur les comportements, les pratiques, les sources d'information et les représentations des jeunes en matière de sexualité. Pourquoi pas une enquête? C'est une enquête, à condition de conserver une attitude décente vis-à-vis de la pudeur des jeunes. Cette enquête devra notamment prendre en compte l'impact des médias audiovisuels et des nouvelles pratiques numériques ainsi que le risque d'instrumentation religieuse des questions liées à la sexualité. Tiens, on a compris qui est-ce qui s'oppose, notamment à ces intrusions à l'école, ce sont les religions. Eh ben oui, c'est comme ça, les religions, habituellement, c'est à ça que ça sert, et dictent des règles morales dans lesquelles la sexualisation à outrance des jeunes se trouve absolument condamnée dans toutes les religions. Je veux dire, bon. Donc ça veut dire que l'ennemi de cette éducation à l'école et l'ennemi de cette sexualisation à outrance, ce sont les grandes religions. Donc il va falloir les combattre. Eh ben, on a compris. Ils vont effectivement combattre les religions qui vont être incessamment l'ultime rempart. Enfin, et pour les gens qui n'ont pas de religion, ça va être open bar. Tout va être permis. Donc la religion, voilà l'ennemi du sexe. Le sexe c'est bien, la religion c'est mal puisque c'est contre le sexe. Dites-moi. Bienvenue dans un monde de fous. Question, l'instrumentalisation par la religion maçonnique, ça passe ça. Ah, c'est pas une religion. Ah, à voir. Ça m'étonnerait qu'on ne puisse pas considérer ça comme une religion. Alors, les stéréotypes, disent-ils, et les rôles de sexe s'ancrent très tôt et l'adolescence, synonyme d'entrée dans la vie amoureuse et sexuelle, non,
L'adolescence n'est pas synonyme d'entrer dans la vie sexuelle. L'adolescence veut bien être synonyme d'entrer dans la vie amoureuse, mais sexuelle, il n'y a aucune obligation. Il n'y a aucune obligation. Je reprends, et de recherche d'une identité propre constitue un moment clé de cristallisation de ces inégalités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la différence des sexes, c'est l'inégalité. Eh bien d'accord, la différence des sexes, c'est l'inégalité. Donc les hommes et les femmes ne sont pas égaux puisqu'ils sont différents. Et arrêtez de vouloir dire le contraire. Si l'éducation à la sexualité est un enjeu majeur de l'émancipation des individus, parce qu'il faut que les individus s'émancipent, mais à quel titre? Ils ne sont pas esclaves, que je sache. Elle constitue également un levier essentiel de l'égalité entre les femmes et les hommes et entre les sexualités. C'est ça leur obsession égalitaire, c'est pas tant l'égalité entre les hommes et les femmes que l'égalité entre les sexualités, c'est-à-dire la promotion de l'homosexualité, on a compris. Pourquoi devrait-on s'émanciper de la morale et de la tradition? Qui demande ça? La morale et la tradition, c'est ce qu'a fait notre monde, c'est ce qu'a fait notre civilisation. Depuis quand est-ce qu'on peut considérer comme souhaitable de tout renverser, de renverser la table, de tout mettre à plat? Pourquoi? Qui a dit que c'était bien? Qu'est-ce qui autorise ces gens à tout remettre en cause? Et qu'est-ce que l'égalité entre les sexualités, sinon la promotion de l'homosexualité qu'on trouve à toutes les pages et à toutes les lignes? Je reprends. Or, l'éducation à la sexualité n'a pas toujours été conçue comme telle et a souvent été cantonnée à une approche moralisatrice ou sanitaire. Alors sanitaire, c'est si tu couches, tu vas attraper des maladies, et puis moralisatrice, c'est pas bien. Ben, je sais pas, c'est bien. C'est bien ou c'est pas bien? Ça veut dire rejeter le fait de dire que c'est pas bien, est-ce que ça implique forcément le fait de dire que c'est bien? C'est leur façon de voir. Selon la définition adoptée par l'Organisation mondiale de la santé en 2002, l'OMS, dont on parle beaucoup depuis la crise du Covid, je cite, « La sexualité est un aspect central de la personne humaine. » Ah bon? Ah bon? Tout au long de la vie, ça dit bien ce que ça dit, et comprend le sexe biologique, l'identité et le rôle sexuel, c'est pas ce que c'est, l'orientation sexuelle, là on commence à comprendre, c'est l'homosexualité, éventuellement, enfin, je veux dire c'est l'hétéro ou l'homosexualité, mais depuis qu'on a inventé le mot homosexualité, on a été obligé d'inventer hétérosexualité. Avant il y avait juste sexualité, la sexualité c'est ce qui pousse le mâle vers le femelle et le femelle vers le mâle, l'homme vers la femme vers l'homme, le garçon vers la fille vers le garçon, c'est pas la peine d'inventer autre chose. Ben, on a inventé autre chose, donc maintenant il faut dire hétérosexuel et homosexuel. Je reprends, l'identité et le rôle sexuel, l'orientation sexuelle, l'érotisme, le plaisir, l'intimité et la reproduction. Oh, on croyait qu'il l'avait oublié. Alors personnellement j'ai vu quantité de textes émanant de l'UNESCO, de l'Organisation mondiale de la santé ou de l'ONU directement, qui ne mettent même pas la reproduction dans la sexualité. C'est carrément éludé. Ils n'en parlent même plus. Là, ils en parlent, alors en fin de liste, mais ils en parlent quand même. Bravo, merci. La sexualité est un sujet de discussion régulier pour les enfants et les adolescents, mais elle fait encore aujourd'hui l'objet d'un tabou important. Alors, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est qu'un tabou. On parle de sexe toute la journée, mais on prétend que c'est tabou. Quand même pas exagéré. Parce qu'elle touche à l'intimité, au corps et aux relations interpersonnelles, parce qu'elle peut être source de bien-être comme de violence, la sexualité ne peut pas être cantonnée ni à la sphère familiale ni au domaine médical. On peut savoir pourquoi. Parce qu'elle peut être source de bien-être comme de violence, elle n'a pas à être l'affaire de la famille et du domaine médical. En quoi est-ce que l'État est habilité à venir se mêler de ça? À quel titre? Je veux dire, c'est une dictature monstrueuse sur la vie intime des gens. C'est une monstruosité. Il s'agit, disent-ils, de recenser les connaissances dont nous disposons sur la sexualité des jeunes en essayant de dégager quelles sont leurs attentes et leurs demandes concernant l'éducation à la sexualité. On va les demander aux jeunes ce qu'ils veulent. Alors écoutez, moi je vais vous proposer des questions qu'on va poser aux jeunes pour leur donner une bonne éducation. Qu'est-ce que vous préférez? Apprendre, ou alors, je ne sais pas, faire des jeux vidéo par exemple, ou faire les cons pendant l'heure de cours. Je ne sais pas, c'est vous qui allez décider, puisqu'on va répondre à vos attentes. Préférez qu'on passe une partie de Scrabble ou qu'on apprenne à faire des versions latines, je ne sais pas. C'est vous qui choisissez. C'est vous qui choisissez. Et je signale quand même que quand les jeunes demandent qu'on leur fiche la paix, qu'on arrête de leur parler de sexe, là on ne les écoute pas. On ne les écoute que quand on prétend qu'ils veulent qu'on parle de sexe. L'éducation n'est pas là pour se mettre au service des attentes des jeunes, elle est là pour leur transmettre le savoir. Point. Je ne parle pas de l'éducation d'ailleurs, c'est l'instruction. L'éducation est une affaire des parents. L'école n'est pas là pour apprendre aux jeunes à être ou à ressentir et à dire ce qu'ils veulent. L'école est là pour leur transmettre le savoir. Point.
Je reprends. La déconstruction des stéréotypes de sexe est essentielle. Alors, déconstruction, c'est une notion totalement franc-maçonne. La déconstruction, c'est le contraire de la construction. Nous sommes quelques millions, quelques centaines de millions au monde à essayer de construire un monde meilleur, et on a là des gens qui ont une obsession, c'est de déconstruire. Quand ils ont déconstruit, ils sont contents, et là ce qu'ils veulent déconstruire, c'est les stéréotypes de sexe. Le sexe, ça rentre pas dans des stéréotypes. Moi je suis devenue une fille parce que mes parents m'ont fabriqué comme ça à la naissance, et c'est en évoluant que je suis devenue une fille puis une femme. Je ne suis entrée dans aucun stéréotype, quoi qu'ils en disent. Maintenant, ce qu'ils appellent les stéréotypes de sexe et qu'ils sont les attributions globales qu'on donne aux femmes et aux hommes, eh bien c'est notre civilisation qui nous l'a léguée. Pourquoi faudrait-il la détruire? Pourquoi elle ne leur plaît pas, notre civilisation? Personnellement, je la trouve très belle. Et je ne vois pas l'intérêt de la détruire, je ne vois pas la justification de la destruction de cette civilisation. Je reprends. La sexualité est toujours profondément marquée par les rôles de sexe. Alors ça c'est rigolo parce que ça s'appelle enfoncer les portes ouvertes. C'est une loi des reins, ma bonne dame. La sexualité est marquée par le sexe. Ah oui, et le sexe, il n'y en a que deux, il y a masculin et féminin. Et voilà. Le mâle pénètre et la femelle est pénétrée. Ah, ben c'est comme ça. Mais s'il faut déconstruire ça, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Les stéréotypes toujours, sont ancrés très tôt dans les mentalités et participent à la construction de rôles masculins et féminins. Bon, alors je dirais, l'évolution des garçons et des filles fait que petit à petit, ils apprennent à devenir des femmes et des hommes. Ben non, là, il faut casser des stéréotypes. Et alors ils disent, ces assignations représentent une entrave à la construction d'une sexualité, source d'épanouissement pour les femmes comme pour les hommes. Si les femmes apprennent à continuer de devenir des femmes et les hommes apprennent à continuer de devenir des hommes, ça va être une entrave à leur épanouissement sexuel. Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Qu'est-ce que c'est que ces imbécilités? Moi j'aimerais bien savoir ce qu'ils appellent les stéréotypes et en quoi un stéréotype d'ailleurs devrait être détruit. Après tout, il faudrait justifier tout ça. Selon la sexologue Laura Beltrán, quand j'entends sexologue je sors mon revolver, mais enfin bon maintenant on est bien obligé sur ce genre de truc, les sexologues vont faire florès. Selon la sexologue Laura Beltrán, les rôles de sexe caractérisés par une forte hétéronormativité, c'est extraordinaire, le sexe est caractérisé par l'hétéronormativité. Ben oui ma bonne dame, ça c'est comme ça. Le sexe, ça continue d'être homme, femme, homme, et c'est ça qu'on appelle l'hétérosexualité. Donc c'est l'hétéronormativité, on impose une norme hétérosexuelle et participe de la construction des adolescents qui vont chercher à s'affirmer en tant que fille ou garçon. Bah oui, moi je trouve ça très bien jusqu'à présent, pourquoi il faudrait changer ça? Selon une norme sociale bien établie. Bah, établie par qui? Établie par la tradition, établie par l'évolution de la société, établie par le sens commun, établi par les gens. Pourquoi ça les dérange? Ça les dérange ce qui est établi et ce qui a fonctionné pendant des générations? Ainsi, les garçons au comportement efféminé et les filles garçons manqués et les homosexuels vont être considérés comme des individus en marge et seront donc victimes de discrimination. Alors attendez, il y a des discriminations à l'école pour les garçons qui ne sont pas assez garçons, les filles pas assez filles. On peut avoir des exemples et d'où ils sortent ça? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Alors voilà le nouveau concept auquel il va falloir s'habituer, l'hétéronormativité. Moi j'appelle ça la nature. La nature qui fait ça. La nature nous a fait hommes et femmes, je crois que c'est dans la Bible. Hommes et femmes, il les créa, c'est ça. Voilà. Non, il faut changer ça. Il ne les a pas créés, l'homme et femme. Hommes et femmes, il les a créés en leur donnant le choix de changer si l'envie leur en prend. Donc il n'y a pas de norme autre que masculin-féminin, c'est comme ça. Mais c'est une loi des reins, je veux dire. Je ne dis pas que c'est bien, je dis juste que c'est comme ça. En plus, moi je trouve que c'est bien, mais c'est autre chose. Mais c'est comme ça, c'est tout. C'est la réalité des choses. La nature nous a fait homme ou femme, et pas les deux à la fois. Donc là, ce texte introduit l'homosexualité comme la norme. Or, l'homosexualité, qui est une réalité à laquelle personne ne peut échapper, c'est une réalité à la marge. À la marge, c'est très très clair. Vous avez des études qui ont été faites notamment par une école de droit américaine dont je donne la référence dans mon livre des droits sexuels, je ne la connais pas par cœur mais je sais où la retrouver. Une enquête a été faite auprès de milliers de personnes par une école de droit américaine qui conclut que les gens qui sont homosexuels et qui considèrent qu'ils ne sont que homosexuels représentent à peu près 3,5% de la population. Alors j'aimerais bien que ces 3,5% de la population fichent la paix aux 96,5% restants, si c'est possible, si c'est pas trop demandé. Voilà.
Alors, la religion influence parfois la vie affective et sexuelle de certains jeunes. Ah bah ça oui, ma bonne dame. Ça, toute instance qui édicte des règles d'interdit et d'autorisation, de bien et de mal, représente une entrave. Mais c'est ça l'éducation. C'est précisément de mettre des limites. On n'éduque pas sans mettre des limites. Et effectivement, les religions, pas que les religions, mais les religions également, mettent des limites. Donc, ces limites influencent parfois la vie affective et sexuelle de certains jeunes en renforçant les stéréotypes et injonctions. Allons bon, allons bon. On renforce des stéréotypes. Non, on perpétue une morale qui a fonctionné et qui continuera de fonctionner si on veut bien la laisser faire. Geneviève Fraisse, philosophe et historienne de la pensée féministe, alors là, pareil, je sors mon revolver quand j'entends ça, estime que les religions ont toujours cherché à contrôler le corps et la sexualité des femmes. Ah, et pas des hommes. On va bien regarder quand même. La religion n'a pas cherché à tempérer les tempéraments masculins. Vous êtes sûr? Faudrait la regarder quand même. Parce que moi, mon impression, c'est exactement l'inverse. C'est que le rôle précisément des religions, c'est d'apprendre aux hommes et aux femmes et aux hommes, à maîtriser leurs instincts et pas à les satisfaire tous azimuts. Le principe de la morale, c'est de reconnaître quels sont nos instincts et d'apprendre à les maîtriser. Et la maîtrise de soi, c'est le b.a.-ba de l'intégration sociale des individus. Si chacun est poussé à satisfaire tous ses désirs, on ne vit plus dans une société civilisée. On vit chez les barbares. Et ce sera le plus fort qui gagnera. Ce ne sera pas une société d'égalité, ça. Ça sera une société d'une grande violence. Donc les religions ont toujours mis des limites, et pas qu'aux femmes, également aux hommes. Ça, c'est quand même pas difficile à trouver et à prouver. Alors l'histoire vue par les féministes, moi qui suis historienne, j'aime vous dire que en général c'est à hurler. J'ai jamais trouvé une histoire, une considération historique d'une féministe qui tienne la route. Ça tient pas debout. C'est pas comme ça on fait pas de l'histoire en essayant de démontrer quelque chose. On fait de l'histoire en prenant des données brutes et en essayant de les extraire pour les mettre en perspective et les comprendre. C'est pas pour chercher à démontrer quelque chose. Ça, c'est une démarche anti-historique. C'est pas qu'elle soit anti-scientifique, parce que l'histoire n'est pas une science, c'est une discipline, mais c'est contraire à toutes les règles de la discipline historique. Donc, si on veut démontrer que l'Église a toujours voulu empêcher la sexualité des femmes, on y arrivera, mais ça ne sera pas de l'histoire. Ça sera de l'idéologie, ça sera du fanatisme dogmatique, mais ça sera pas de la recherche historique. Alors, l'essentialisation de ce que doit être un garçon ou une fille repose en partie sur un cadre patriarco-religieux, chrétien, juif ou musulman. Ouais, patriarco-religieux. Moi je trouve ça personnellement très bien, je trouve que Dieu le Père c'est une belle notion. Prônant la complémentarité des hommes et des femmes contre l'égalité des sexes. Ben oui, la complémentarité entre les hommes et les femmes, c'est effectivement ça que disent les grandes religions. Personnellement je trouve ça très bien, je vois pas pourquoi ça changerait. Qui sont ces gens pour nous dire que la complémentarité c'est moins bien que l'égalité? Moi je trouve que c'est beaucoup mieux que l'égalité, parce que l'égalité ça n'existe pas, alors que la complémentarité ben, c'est une donnée observable, et en plus souhaitable. Et qu'est-ce que c'est qu'un couple qui tient la route? C'est là où la force de l'un va compléter la faiblesse de l'autre, et réciproquement. C'est comme ça qu'on fait des couples qui tiennent. Maintenant, c'est plus un intérêt, les couples qui tiennent. Maintenant, l'intérêt des couples, c'est que ce soit interchangeable et que ça saute le plus souvent possible. Mais dans une société qui prône l'apaisement des relations, c'est tout à fait souhaitable. Et c'est ce que, pendant longtemps, on a recherché, et maintenant, ce qu'on montre du doigt comme devant être aboli. Maintenant, personnellement, j'ai un tout petit peu étudié ce que furent les sociétés matriarcales, avant l'instauration du patriarcat dans les sociétés barbares du Haut Moyen-Âge. Certains historiens ont pu observer ce que c'était que les sociétés matriarcales, et moi je vais vous dire un grand secret, vive le patriarcat. Bravo, j'ai pas du tout envie de revenir à cette barbarie, où la marâtre qui décide de tout, impose sa dictature sans aucune limite, c'est monstrueux. Le matriarcat est une monstruosité, et je dis vive les pères, c'est pas la première fois que je le dis, je l'ai déjà dit, vive les pères, debout les hommes. C'est une femme qui s'adresse à vous.
L'influence de certaines conceptions des religions pèse particulièrement sur les jeunes femmes et représente un frein à l'éducation à la sexualité et à l'égalité, comme en attestent les mobilisations conservatrices opposées aux ABCD de l'égalité en 2013. Alors j'ai bien connu cette période-là. C'était un combat contre la théorie du genre, théorie qui prétend qu'on peut choisir d'être un homme quand on est une femme et une femme quand on est un homme. C'est-à-dire que ce genre d'imbécilité absolument criminelle, il était question de l'introduire à l'école et il y a un mouvement qui s'est opposé à ces ABCD de l'égalité. Ben oui, l'influence de certaines conceptions des religions y a joué un grand rôle. Alors quand on n'est pas content que les musulmans qu'on a fait venir en masse en France s'élèvent contre ces imbécilités, ben on s'en prend qu'à soi, d'accord? Personnellement, j'ai beaucoup de solidarité pour ces familles qui se sont élevées contre ces imbécilités et que si elles l'ont fait au nom de leur conception de la religion, je les en félicite. Hein, et je me félicite de les avoir croisées à ce moment-là. Donc, on a bien d'un côté les conservateurs et de l'autre les déconstructeurs et ceux qui veulent détruire. Ben moi je suis de ce point de vue-là tout à fait conservatrice, mais je ne vois pas pourquoi on détruirait ce qui fonctionne, donc conservons ce qui... Je veux dire, moi je suis conservatrice par exemple, j'estime que les beaux bâtiments doivent être conservés. Eux ils estiment qu'on peut passer le bulldozer sur les églises par exemple. Ben non, moi je suis pour qu'on conserve les églises, entre autres, notamment. Donc je voudrais quand même dire une chose sur la théorie du genre, elle a été retirée des programmes mais elle s'applique. Donc j'ai une amie qui m'a raconté que sa fille est revenue récemment de l'école avec une rédaction, et si j'étais un garçon, comment ça se passerait? Donc ça veut dire que la théorie du genre, il la scène absolument derrière le dos des parents. On fait croire aux jeunes qu'ils ont le choix, qu'ils peuvent choisir d'être un garçon s'ils sont une fille réciproquement. C'est criminel. La phase de doute et de recherche sur son identité que représente l'adolescence n'a pas à être perturbée par des imbécilités, c'est plus que des imbécilités, par des imbécilités criminelles qui consistent à leur faire douter de leur identité sexuelle. Alors que s'il y a une chose qui ne fait aucun doute, c'est que si vous êtes né homme, vous restez jusqu'à la fin de vos jours, et si vous êtes né femme, vous mourrez femme. Pourquoi? C'est dans les chromosomes. Et prétendre qu'on peut changer de sexe est une aberration. Personne au monde n'a jamais changé de sexe, on peut changer d'apparence, on ne peut pas changer sa nature. Personne n'a jamais changé de chromosome. En juin 2013, on constate que les violences basées sur l'orientation sexuelle sont également une réalité en milieu scolaire. On peut avoir des sources de ces informations-là. Qu'est-ce qui peut prétendre que les homosexuels sont opprimés dans les cours de récréation? D'abord, dans une cour de récréation, personne n'est hétéro ou homosexuel. Les gosses sont des gosses, ils jouent à ce à quoi ils ont envie de jouer, et la sexualité n'a absolument pas à entrer là-dedans. Donc, personne ne peut prétendre sérieusement que les homosexuels dans les cours de récré sont victimes de discrimination. Je sais d'où viennent ces sources. Ce sont les organisations militantes qui veulent toujours plus, qui font croire, par exemple, qu'il y a un taux de suicide absolument monstrueux chez les homosexuels. J'ai fait une recherche pour essayer de savoir quelles étaient les sources de ces affirmations. Ce sont toutes des sources militantes. Il n'y a aucune source statistique fiable à ce sujet. Voilà. Et les sources militantes, c'est l'équivalent de pas de source. Sources militantes, ce sont des slogans, ce ne sont pas du tout des résultats de recherche. Le Haut Conseil fait une analyse critique dans son rapport sur une exposition sur le sexe destinée aux enfants. L'exposition s'appelait Le Zizi Sexuel l'Expo, qui entend présenter une vision joyeuse et positive de la sexualité et condamner le sexisme et l'homophobie. Voilà, alors vous avez une exposition où on va emmener les élèves pour lutter contre le sexisme et l'homophobie. Eh bien, le Haut Conseil fait une critique absolument sévère et furieuse de cette exposition parce que, disent-ils, différentes analyses de l'exposition mettent en avant une représentation tronquée, stéréotypée et hétéronormative de la sexualité. On fait venir les gosses pour leur parler de sexe et on a le culot de leur présenter le sexe comme hétéronormatif, c'est-à-dire d'exclure l'homosexualité. Bah, c'est comme ça, ma bonne dame, hein, quand on parle de sexe, c'est le sexe masculin et le sexe féminin, et les homosexuels ne sont pas un troisième sexe, n'en déplaise à ces imbéciles. Les informations scientifiques délivrées, alors on parle par l'expo Le Zizi Sexuel, là, loin d'être exactes, sont bien souvent modelées par des représentations de sens commun non questionnées. Alors moi je voudrais poser une question, depuis quand questionne-t-on le sens commun? Je pense que le sens commun, c'est ce qui ne se questionne pas. Le sens commun, c'est ce qui est admis comme étant la sagesse commune. Le sens commun n'a pas à être questionné. C'est vraiment vouloir déstabiliser les gens que de leur dire maintenant il faut questionner le sens commun.
On a fait visiter cette exposition par 340 000 personnes et les enfants, ils sont allés avec leur classe. 340 000 personnes ont vu le zizi sexuel, l'expo. Il faut se méfier d'Internet, disent-ils, qui diffuse un discours moralisateur et des conseils culpabilisants. Mais ce que je voudrais rappeler, c'est que Internet diffuse tout. Se méfier d'Internet, en fait, c'est se méfier de l'information. Internet, c'est le lieu pour trouver l'information à l'heure actuelle. Si vous voulez trouver l'information dans les médias, vous n'aurez que de la propagande. Donc pour trouver de l'information de la vraie, on est bien obligé de passer par Internet. À l'heure actuelle, c'est comme ça que ça se passe. Et ça, il faut se méfier d'Internet, c'est un appel à la censure. Eh bien, avec succès, ces gens réussissent à faire passer leur censure. En 2016, on a inventé un délit d'entrave numérique sur les sites qui trompent les femmes en faisant la promotion des alternatives à l'avortement. C'est-à-dire que trouver un site internet qui dit aux femmes qui sont enceintes « Attendez, avortez, avortez, vous savez que vous pourriez accoucher, donner la vie, qu'il y a des solutions alternatives », ça s'appelle tromper les femmes et on a créé un délit d'entrave pour faire fermer ces sites. Par contre, diffuser des messages immoraux et laxistes, ça c'est bien. Ça c'est bien. Donc, une fille à l'heure actuelle qui est enceinte, elle a une seule issue, l'avortement. Jamais l'accouchement. Jamais. Ça n'entre pas en ligne de compte. Enceinte, avorter. Avortement. C'est tout ce qu'on propose. Et croyez-moi, j'ai lu énormément de textes, je me suis penché pendant de nombreux mois, tous disent ça. Et ils appellent ça le planning familial. C'est-à-dire, planifier la famille, en fait, c'est avorter. L'alpha et l'oméga du planning familial, c'est la promotion de l'avortement. Alors que la planification familiale devrait être la planification des naissances. Donc, de l'agrandissement de la famille, et pas de sa destruction. Le site www.oserenparler.com, qui est un site en direction des familles qui ont un problème avec l'homosexualité, apparaît en premier pour parler d'homosexualité. Donc, ce qu'ils nous disent, c'est que Internet est dangereux parce que si vous voulez parler d'homosexualité, vous avez oserenparler.com qui va arriver en premier. Or, ce site propose aux adolescents comme à leurs parents des parcours vers l'hétérosexualité, au lieu de les informer de façon neutre sur les différentes orientations sexuelles existantes. Neutre? Eux, ils sont neutres. Attendez, ils voudraient qu'on parle de l'homosexualité de façon neutre. Ils passent leur temps à en faire la promotion, ils appellent ça la neutralité. Et ils font un crime d'orienter des jeunes ayant des tendances homosexuelles vers l'hétérosexualité. C'est un crime, ça. C'est un crime. Dans les radios pour les jeunes, la parole véhicule trop souvent une représentation sexiste et hétéronormée de la sexualité. Vous vous rendez compte? Les émissions qui parlent de sexe aux jeunes ont le culot de leur parler de façon hétéronormée, c'est-à-dire de leur expliquer que s'ils sont des garçons, ils vont être attirés par des filles réciproquement. C'est une obsession homosexualiste dans tout le discours de A à Z. Ce site fait en permanence la promotion de l'homosexualité qui, je le rappelle, ne peut pas concerner de façon naturelle plus de 3,5% d'une population donnée. Comme l'illustrèrent les travaux de Michel Foucault et de chercheurs féministes sur la sexualité, l'État et l'Église catholique ont longtemps imposé aux femmes l'institution du mariage indissocié de la procréation. Je voudrais savoir comment l'Église aurait pu imposer l'institution du mariage aux femmes et pas aux hommes en même temps. On va m'expliquer comment faire. Ça, c'est des raisonnements féministes complètement imbéciles. Sujet tabou, la sexualité est alors rigoureusement enfermée dans la sphère conjugale et la sexualité pour le plaisir n'est alors pas envisageable, en particulier pour les femmes. Ah bon, pour les hommes, ça va. Alors écoutez, premièrement, Michel Foucault, qui était un grand pervers, hein, il en est mort d'ailleurs, hein, n'a jamais su faire de l'histoire. On ne peut pas considérer les travaux de Michel Foucault comme relevant de l'histoire. Ça relève de la propagande, certainement pas de l'histoire. Et je le sais avec certitude parce que j'ai étudié, moi, pendant mes études d'histoire, les mêmes documents que lui. Et j'aime autant vous dire que les conclusions que j'en tire ne sont absolument pas les siennes. Maintenant, dans quelle civilisation est-ce qu'il en est, il en va différemment concernant le mariage? Quelles sont les civilisations et les religions qui n'ont pas promu le mariage comme cellule de base de la société, quelle que soit la forme du mariage? Et en quoi peut-on instaurer, c'est ce que je disais il y a un instant, le mariage aux femmes et pas aux hommes? Le mariage comme aux femmes et pas aux hommes, c'est complètement aberrant.
Auparavant considérée comme relevant de la sphère privée, la sexualité est devenue depuis les années 70 un enjeu d'éducation et d'action publique. Et bien ça, c'est l'effet Kinsey. C'est exact. La révolution sexuelle qui a commencé dans les années 40 pour les hommes, 50 pour les femmes, est arrivée en Europe, en Occident, dans le milieu des années 60 et a explosé complètement dans les années 70. Ça, c'est l'effet Kinsey, je rappelle, payé par Rockefeller, protégé par la CIA, pour détruire la civilisation, la famille et le monde occidental, pour commencer. Et il y a des pays qui résistent héroïquement, je pense aux pays d'Afrique. Alors je suis allé en Afrique il n'y a pas longtemps, j'ai vu que les mensonges Kinsey commencent à être instillés dans certaines institutions. On leur explique que les enfants ont une sexualité dès le plus jeune âge, mais la résistance des pays africains est absolument efficace et magnifique, absolument magnifique. Les Africains résistent à la sexualisation et à l'homosexualisation de la société de façon beaucoup plus efficace que nous, qui ne résistons à peine d'ailleurs. Alors, la façon dont Kinsey a procédé pour parler de la sexualité des hommes et des femmes, il n'a pas fait que violer des enfants, il a fait beaucoup plus. Il a interviewé des prostituées pour parler, et les conclusions qu'il a tirées de ces interviews prostituées ont servi à définir la fidélité des femmes. C'est beau, prendre des prostituées pour parler de fidélité. Et pour ce qui concerne la sexualité des hommes, il a affirmé qu'un homme sur 10 pratiquait la sodomie, et il est allé interviewer des hommes dans des bars gays et dans des prisons. Alors pour parler de la sodomie dans des bars gays et dans des prisons, c'est à peine se ficher du monde. Tout ce qui sert de référence à ce discours frauduleux et criminel, on appelle ça de la science, et c'est tiré de Kinsey, 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 Kinsey. Tout ce discours est tiré de Kinsey. Judith Reisman nous dit, et ça fait des dizaines d'années maintenant qu'elle le dit, demandez des commissions d'enquête sur les rapports Kinsey, vous verrez ce qu'il y a derrière. Aucune commission d'enquête n'a jamais été instaurée pour aller travailler sur les découvertes de Kinsey qui servent de référence à tous ces textes. Et toute l'éducation à la sexualité, telle qu'elle est promise dans les écoles, provient des travaux frauduleux et criminels de Kinsey. L'égalité est celle des femmes et des hommes, mais aussi l'égalité des sexualités. Ça revient comme une scie dans ce discours. L'égalité femmes-hommes et l'égalité des sexualités. Ça reviendra toujours. L'avortement est un véritable droit des femmes et doit être accessible aux adolescentes sans l'accord de leurs parents. Vous imaginez, eh bien ça c'est une réalité. Si une gamine qui a couché, parce que l'injonction est absolument terrible, je veux dire la fille qui ne couche pas maintenant c'est la dinde, hein. Bon. Si elle se retrouve enceinte, vous inquiétez pas, elle va aller à l'infirmerie et l'infirmière va s'en occuper. Les parents ne sont même pas prévenus. Et c'est dans la loi. Pas dans la loi, c'est dans la pratique en tout cas. Le Sénat, nous dit-on, a poussé à augmenter de 3 à 5 le nombre des séances annuelles d'éducation à la sexualité, étendant ces séances aux écoles primaires, arguant que l'information est d'autant plus utile qu'elle est délivrée de manière précoce. Eh bien ça c'est une préconisation de Kinsey. Ça fait partie de l'éducation à la sexualité doit commencer avant qu'on soit sexuellement actif. Ça s'appelle de la corruption de mineurs. Ça provient très exactement de tous les pseudo-travaux de Kinsey. Et on apprend ici dans ce texte qu'au Sénat, on pousse à augmenter les séances de 3 à 5, les séances obligatoires, et on pousse à les étendre aux écoles primaires. Alors on aimerait savoir le nom des sénateurs qui poussent à ces choses-là. On devrait demander à Madame Billon qu'elle nous donne le nom des sénateurs, puisqu'elle fait partie... Alors Madame Billon n'a pas fait partie fait pas partie du Haut Conseil, mais enfin comme elle suit les conseils du Haut Conseil, elle doit pouvoir nous dire quels sont les sénateurs, puisqu'elle est sénatrice, qui poussent dans ce sens-là. En 2012, le ministère de l'Éducation nationale et celui du droit des femmes annoncent qu'ils vont travailler de concert pour, je cite, installer le respect entre tous et toutes, apprendre le bonheur de partager un espace et du commun, c'est la mission de l'école. Non, non, la mission de l'école c'est d'apprendre à lire, écrire, à compter, à transmettre le savoir. Ça ne peut en aucun cas apprendre le bonheur de partager un espace commun. Je suis désolé, c'est pas ça l'école. Et si on se demande pourquoi les enfants n'arrivent plus ni à lire, ni à écrire, ni à compter, c'est parce qu'on a oublié de le leur apprendre. Enfin, on a décidé d'arrêter de leur apprendre. Cette mission suppose, quand les enfants de tous âges sont soumis par la télévision, par Internet, à un flot d'informations incontrôlables qui ne véhiculent pas toujours les valeurs de respect de l'égalité, bah oui, il me semble qu'il y a d'autres valeurs à instaurer que le respect de l'égalité, d'aider les élèves à construire leur identité, leur rapport aux autres, à leur corps, et donc de leur parler de sexualité.
Voilà pourquoi, monsieur, votre fille est muette. On arrive toujours à la conclusion qu'il faut parler de sexe, encore plus de sexe et toujours de sexe. Il doit y avoir une place à l'école pour une information et une éducation émancipatrice sur ces sujets. L'école n'est pas là pour nous émanciper. L'école est là pour nous enseigner, pour nous transmettre les savoirs. L'émancipation, c'est l'émancipation de quoi? La libération de quoi? On a compris, la libération et l'émancipation de la morale. Je ne veux pas personnellement vivre dans un monde d'où la morale est exclue. La loi qui prévoit, et là vous allez comprendre ce que je vous disais tout à l'heure, la loi qui prévoit des séances d'éducation à la sexualité de la maternelle à la terminale doit être rendue effective sur tout le territoire, dans toutes les écoles et dans tous les établissements. C'est la conclusion de ce document. De la maternelle à la terminale. Conclusion. Le Haut Conseil est une officine de destruction des valeurs familiales qui voit l'école comme l'instrument de la propagande sexualiste en direction des enfants. Il participe au plan de destruction de l'école comme instrument de propagation du savoir au profit de la perversion des mœurs. C'est cette officine qui a fait retenir l'âge de 13 ans pour le consentement. C'est un outil pour la sexualisation des enfants. La perversion des mœurs ne vient pas de nulle part. Elle fait partie d'un plan dont nous connaissons désormais les acteurs. Je vous remercie.